Sans transition, nous sommes en ligne avec Olivier, le lieutenant-colonel Olivier Rafovitz. Olivier Rafovitz, Bokertov. Bokerov. Alors, merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com. Je le disais, la tension semble avoir baissé à Jérusalem, autour de Jérusalem, dans les territoires, mais on a le sentiment que le moindre petit incident risque d'en embraser à nouveau la population palestinienne. C'est votre avis après ces 2 semaines de tension ? Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, il y a toujours une ambiance très tendue. Les leaders arabes israéliens, les réseaux sociaux sont encore pleins de volonté, de textes, de posts, de vouloir continuer la violence. Et on voit ici une véritable volonté donc de ne pas arrêter cette violence. Pour l'instant, je l'espère, on l'espère tous, il y a un arrêt des violences. Donc, j'espère que la tension va baisser et que la vie va reprendre son cours tranquillement à Jérusalem et autour des lieux saints. Mais il est certain que cette crise est également, on va dire, le symptôme d'une chose beaucoup plus grave, beaucoup plus profonde, et vous l'avez également mentionné maintenant à Yafo, c'est le nouveau rôle que veulent jouer les Arabes israéliens dans une volonté de friction, de violence face à Israël. Et ça, c'est très grave. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, en particulier les obsèques des 3 terroristes responsables de l'attentat d'il y a 2 semaines sur le mont du Temple, avec des milliers de personnes qui scandent des slogans nationalistes, c'est ce qui doit inquiéter aujourd'hui le gouvernement israélien, et c'est la préoccupation principale aujourd'hui ? C'est un problème majeur, parce que les Arabes israéliens sont citoyens israéliens à 100%, ils ont les mêmes droits que tous les Israéliens juifs dans le pays, et que cette population qui fait quand même presque 20% de la population totale crie mort à Israël, mort aux Juifs. On a vu des cris non pas seulement nationalistes à Oum el-Fachem durant les funérailles des 3 terroristes. On a entendu véritablement des cris de mort à Israël, des choses beaucoup plus graves. Et là, on voit que cette possibilité, si vous voulez, elle est là. Maintenant, il y a du côté israélien une volonté, je crois du gouvernement, une volonté de vouloir baisser l'intensité des flammes et de la tension. Mais ce potentiel existe. Maintenant, il vient, on le voit, il s'exprime. Encore une fois, vous l'avez vu hier soir à Yafo, à Jaffa. Et ça, c'est une préoccupation beaucoup plus grave sur le moyen et long terme. On a aussi le sentiment que, quelque part, cette crise a quelque peu profité à Mahmoud Abbas, qui a soudain s'est retrouvé une dimension, ou trouvé une dimension de leader de la rue palestinienne. Et en durcissant ses positions, on a l'impression qu'il y a une sorte de bras de fer à l'intérieur de cette crise entre le Hamas et le Fatah, et que Mahmoud Abbas durcit le ton délibérément pour essayer de récupérer la rue palestinienne. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il voudrait, mais il ne réussit pas à ça. C'est-à-dire que Mahmoud Abbas, si vous voulez, a essayé de reprendre, d'utiliser, d'exploiter cette crise pour son intérêt personnel en tant que leader affaibli depuis maintenant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mais je crois d'abord qu'il faut peut-être essayer de voir cette crise bien au-delà des frontières d'Israël. Il faut voir qu'il y a ici une volonté, une intention de l'Iran et d'autres États, mais d'abord l'Iran avant tout, de créer cette tension qui met en danger non seulement l'État d'Israël, mais également ce qu'on appelle le nouvel axe qui se met en place des pays sunnites modérés avec Israël contre l'axe chiite et l'axe extrémiste, avec l'Iran derrière, mais qui soutient le Hamas, qui soutient le djihad islamique, qui soutient en fait même les frères musulmans contre les modérés arabes sunnites. Et tout ça réuni fait que cette crise, encore une fois, n'est pas seulement une crise locale, une crise. On a aussi parlé de la Turquie de la Turquie face à la Jordanie sur la souveraineté, on va dire entre guillemets, du mont du Temple. Aussi, mais le premier problème, le premier danger, c'est l'Iran. Et l'Iran, c'est que l'Iran aujourd'hui, c'est pas le sujet de votre aujourd'hui avec moi, mais l'Iran aujourd'hui joue un rôle
de pyromanes dans toute la région. Elle se renforce au nord d'Israël, elle se renforce au niveau financier et politique dans tous ces pays, dans tous ces groupes qui s'opposent à Israël. Donc cette crise n'est pas comment dire, un élément spontané, une petite chose par hasard qui est arrivée, qui s'arrête. C'est un phénomène qui est, encore une fois, le symptôme ou le syndrome d'une chose beaucoup plus importante, qui est l'influence politique de l'Iran dans toute cette région-là. Et nous devons maintenant faire face, encore une fois, comme vous l'avez mentionné, à cette nouvelle expression de violence provenant des Arabes israéliens qui pose un problème à Israël beaucoup plus grave, à mon avis. Alors, une dernière question, Olivier Rafovitz. On a le sentiment, on se demande si Binyamin Netanyahou a bien géré cette crise. Les avis sont partagés. Les sondages donnent pas mal d'Israéliens qui critiquent la position du Premier ministre. Et la question que je voudrais vous poser en tant que spécialiste sécuritaire, c'est est-ce que finalement, on ne peut pas obtenir de la part de tout l'ensemble des organisations sécuritaires, je parle de la police, je parle du Shin Bet, je parle de l'armée israélienne, une image générale qui permette d'empêcher ces tensions que l'on a ressenties entre d'un côté la police qui disait qu'il fallait déployer les portiques de sécurité, le Shin Bet et l'armée qui avait une vision plus générale et qui disait que cela risque d'embraser la région. Finalement, est-ce que le Premier ministre ne peut pas légitimement réclamer des responsables de la sécurité un avis unique ou alors il doit jongler entre parfois la police, parfois le Shin Bet, et ça pose problème? Non, d'abord, vous savez, le leader, le Premier ministre, le décideur est toujours seul dans la décision. C'est ce qu'avait dit à l'époque Ariel Sharon, lorsqu'on est un leader, on est tout seul pour décider. C'est la force également, le privilège et la prérogative, et parfois la difficulté d'être un grand leader, et d'un leader tout court d'ailleurs. Maintenant, ce qui est un peu étrange dans cette crise, enfin étrange, mais pas nouveau pour Israël, parce que nous sommes une démocratie avec beaucoup de fuites au niveau journalistique, au niveau politique, c'est que il est évident que tous les services de sécurité sont là pour conseiller, pour expliquer et pour donner leur avis lorsqu'il y a des décisions à prendre. Maintenant, lorsque la décision est prise, ça intéresse personne de savoir qui était pour, qui était contre. S'il y a une problématique que l'un dise non, moi je l'avais dit, l'autre ne l'a pas dit, on est dans un jeu d'enfant, si vous voulez. Encore une fois, la décision appartient aux décideurs. Les autres sont des conseilleurs, sont des conseillers. Et comme on dit en français, le conseilleur ne sont pas les payeurs. Oui. Maintenant que le Shabak ait pris une position, qui s'est exprimé dans la presse, que la police ait dit autre chose, ou que l'armée ait dit autre chose, encore une fois, je n'étais pas présent, et vous non plus, durant cette prise de décision. Il est normal qu'il y ait des différents points de vue, il est normal qu'il y ait différents axes de vision par rapport à telle ou telle décision. Maintenant, lorsque la décision est prise, il doit y avoir, si vous voulez, un alignement de toutes les forces de sécurité par rapport à la décision qui est prise par le chef de l'État, qui est un homme élu par le peuple et qui est responsable devant le peuple. Maintenant, de vouloir dire non, moi j'avais dit le contraire, c'est quelque chose qui va, à mon avis, et pas seulement mien d'ailleurs, à l'encontre et de la démocratie et à l'encontre également du pouvoir en tant que tel. Et aujourd'hui, nous sommes face à une situation où certains ont dit A, d'autres ont dit B, d'autres ont dit C, mais la décision a été prise, il fallait la respecter, il fallait s'aligner derrière elle, et il fallait être prêt aussi, s'il y avait des difficultés, à la renforcer et à faire qu'elle marche. Maintenant, le grand problème dans cette situation qui a eu lieu depuis le 14 juillet, c'est qu'il y a eu un attentat le 14 juillet, un attentat de 3 Arabes israéliens qui ont tué 2 policiers israéliens sur le mont du Temple. Il fallait réagir, parfois, dans tous les cas de figure, dans toutes les décisions, parfois les premières décisions ne sont pas toujours les meilleures, mais elles s'imposent face à une attaque très grave, et c'est facile, à posteriori, de dire telle ou telle chose. Je ne suis pas je ne vous parle pas en tant que pour ou contre Netanyahou, je vous parle dans le fait que les ennemis d'Israël utilisent et exploitent, entre guillemets, ces failles internes pour, entre guillemets, casser du sucre et pour surtout
briser l'image d'Israël au niveau sécuritaire, et ça c'est beaucoup plus grave que le reste. Bien, Olivier Rafovitz, colonel Olivier Rafovitz, colonel de réserve de Tsahal, merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre un peu, à prendre un peu de recul et mieux comprendre un peu ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines sur le plan sécuritaire ici dans la région, en particulier à Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Boker Tov et Shavua Tov. Shavua Tov, merci.